Et du coup, quand j'ai rechuté, donc 2 ans après la fin de ces traitements-là, pour moi, c'était très loin en fait le cancer. Vraiment, j'étais passée à autre chose. C'était plus d'actualité, on va dire. Pour moi, la rémission, c'était acquis. La première fois, ça a été très compliqué de m'en sortir. On m'a beaucoup parlé de, il y a plus beaucoup de traitements derrière. Et là, je me suis dit, si je rechute, il n'y a plus d'espoir en fait. Puis on se disait, bon, on va pas inquiéter tout le monde. Peut-être que c'est rien. Peut-être. On va pas lancer une bombe comme ça alors que finalement c'est peut-être rien. Quand j'ai rechuté, on sait en fait, et c'est ça qui est le plus dur parce que je savais que ça allait être l'enfer carrément. Je savais que j'allais devoir de nouveau subir ça et ça c'était beaucoup plus difficile. Déjà c'était trop de souffrance de leur annoncer ma rechute et en plus de leur dire je suis pas capable d'affronter. Et c'est pour ça qu'après je me suis un peu renfermée sur ma souffrance. C'est ça aussi après donc, qui m'a amenée à faire une tentative de suicide en fait. Non pas parce que je voulais mourir, je voulais pas mourir, hein. C'est pas ça le problème, c'est juste que je voulais arrêter de souffrir et je savais que j'avais pas les moyens d'affronter cette maladie. Donc ma seule solution, ce qui restait en fait, c'était ça. Bah écoute Margot, merci de me recevoir pour faire cette petite interview. Alors on en a déjà fait, c'est la troisième, Ouais, quatrième fois qu'on fait Ouais. des interviews ensemble. Mais aujourd'hui je voulais aborder à l'occasion d'Octobre Rose quelque chose d'un peu plus difficile et d'un peu plus lourd, mais peut-être qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est la rechute. Parce que toi tu as eu un premier cancer et puis tu as eu une rechute. Est-ce que tu peux resituer un petit peu qui tu es, puis quel type de cancer et un petit peu les dates? Du coup, moi, la première fois que j'étais malade, c'était un lymphome de Hodgkin, donc un cancer qui touche le sang, un cancer du sang. La première fois, c'était en fin 2016, donc j'avais 19 ans. Et j'ai eu des traitements pendant à peu près 1 an et demi. Ensuite, pendant 2 ans, j'étais tranquille, donc en rémission pendant 2 ans. Et j'ai rechuté du coup en fin octobre 2020, donc quand même 4 ans après la première découverte, 4 ans après. Et donc ensuite, j'ai eu des traitements à la suite de ça avec une autogreffe de moelle osseuse. L'autogreffe, c'est ce que tu as eu la deuxième fois. Oui, c'est ça. La première fois, c'était chimiothérapie, immunothérapie. La seconde fois, j'ai refait de l'immunothérapie et ensuite autogreffe de moelle osseuse. Qu'est-ce qui se passe un petit peu alors d'abord chez toi, quand tu sors déjà de plusieurs mois de traitement, tu es en rémission. On sait déjà que l'après-cancer c'est difficile, on a déjà l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête, mais quels ont été les signes en fait qui t'ont fait dire que tu rechutais? Parce que je crois que tu t'en es rendu compte. Ouais, c'est ça. Moi après j'ai un peu un parcours particulier parce que la première fois, donc mes traitements ont duré quand même 1 an et demi. Donc c'est assez long normalement, les chimiothérapies ça dure quelques mois, 6 mois maximum. Et moi, comme j'étais chimio-résistante, on a le temps de tester un petit peu tous les traitements. L'immunothérapie, j'ai fait ça longtemps parce que c'était une forme assez évoluée. Donc en fait, à la fin de l'immunothérapie, donc à la fin de mes traitements, j'avais déjà un petit peu repris le cours de ma vie, on va dire. J'avais repris mes études, j'étais retournée, j'avais l'impression déjà d'être dans le après alors que j'étais encore dans les traitements. Et du coup, quand j'ai rechuté, donc 2 ans après la fin de ces traitements-là, pour moi, c'était très loin en fait le cancer. Vraiment, j'étais passée à autre chose. C'était plus d'actualité, on va dire. Pour moi, la rémission, c'était acquis. Ouais. Et du coup, quand j'ai découvert, comment j'ai découvert, c'était la même boule en fait dans mon cou, la même boule que j'avais découvert donc 4 ans auparavant en fait, et même emplacement, enfin exactement la même chose. Et la première fois, du coup, quand j'avais découvert ma boule, il s'était avéré que j'en avais un petit peu partout dans le corps. Donc quand tout de suite j'ai ressenti cette boule, je me suis dit, voilà, c'est partout dans le corps, le cancer, il est revenu. Et la première fois, ça a été très compliqué de m'en sortir. On m'a beaucoup parlé de... il n'y a plus beaucoup de traitements derrière, plus beaucoup d'espoir, on va dire. Et là, je me suis dit, si je rechute, il n'y a plus d'espoir, en fait. Parce que déjà, la première fois, c'était une chance énorme de m'en sortir.
Donc la seconde fois, Il n'y aura plus les traitements. je me suis dit, c'est foutu. C'est ça, j'ai fait tout et je me suis dit, s'il y a cette boule, ça veut dire qu'il y en a partout. Ça veut dire que c'est revenu peut-être depuis plusieurs mois. Et donc c'est pour ça que ça a été compliqué. Et c'était un peu particulier parce que quand j'ai découvert cette boule, en fait, j'en ai parlé au début à personne. Parce que je savais tout de suite que c'était ça. Parce que c'était un petit peu le déni de se dire, enfin, si j'en parle pas, peut-être que ça va passer inaperçu. Et aussi. Malgré le fait d'être sûre de toi, Ouais. tu t'étais sûre au fond de toi que tu avais un cancer, mais tu t'étais dit que peut-être le garder. Peut-être, en fait. Puis je me disais, bon, peut-être ça va passer, peut-être qu'en fait c'est psychologique, je sais pas. Je m'imaginais des trucs forcément. Bien sûr, ouais. Ouais. Et l'annonce, du coup, en fait, j'ai pas voulu en parler donc ni à ma famille, à personne, sauf à ma sœur, en fait, qui était plus en plus dans le milieu médical, plus j'étais assez proche d'elle. Et elle, je lui ai parlé de cette boule. Et c'est elle qui m'a dit, voilà, faut que tu fasses ça, faut que tu prennes rendez-vous, enfin, consulte quoi. Et on a un peu gardé le secret toutes les deux, je voulais en parler à personne d'autre. Parce qu'en fait, c'était aussi en parler, ça veut dire que c'était un peu réel. Si ça restait entre nous, ça restait un petit peu abstrait, un petit peu en flottement, on va dire. On attend d'avoir les résultats, vraiment. C'est ça. Puis on se disait, bon, on va pas inquiéter tout le monde, peut-être que c'est rien, peut-être on va pas lancer une bombe comme ça, alors que finalement, c'est peut-être rien. Donc c'était un peu particulier cette rechute. Et en fait, le cacher comme ça pendant plusieurs mois, faire les examens sans en parler aux autres, le fait après de leur annoncer, c'était encore plus dur en fait. De leur dire, bah oui, en fait, j'ai rechuté, j'ai un cancer, ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Parce que tu avais tout fait, là, tu avais déjà fait tous les examens seuls. J'ai fait les examens seuls, j'étais accompagnée donc ma sœur, après j'en ai parlé à mon copain et à une copine, on était trois quoi, à savoir, et ma famille n'était pas du tout au courant. Et en fait, je pense que, d'autant plus, je voulais les protéger en fait. Mon but c'était vraiment de les protéger et si je leur en parlais pas, ils vivaient leur vie, ils allaient bien, ils étaient heureux quoi, tant que... En pensant que c'était derrière. Oui, c'est ça. Je crois que tu parlais souvent d'une fois aussi d'un Noël, je crois, où ta grand-mère... Ouais, c'est ça, à Noël. C'était ma grand-mère qui m'a dit, voilà Margot, le cancer maintenant c'est derrière toi, on n'en parle plus. Alors qu'en fait j'avais rechuté, je le savais, mais elle n'était pas au courant. Parce que je sais que ça a impacté tout le monde, même ma grand-mère quoi, qui est un petit peu quand même en dehors de tout ça, qui est assez âgée, ça l'a impacté également. Et ouais, le fait de... En fait, je savais que j'avais rechuté et elle savait pas quoi. T'as réussi à le cacher pendant combien de temps ? Ça a duré quelques mois, je pense. Ah ouais, quand même. Ouais. En fait, le temps de faire les examens, d'avoir la confirmation, de voir le protocole, ce que je vais faire, etc. Ouais, quelques mois quand même. Ouais, de tout redémarrer en fait. Ouais, c'est ça. Après, ça va assez vite, puisque quand ils voient le dossier, ils se disent, oui, on va vite, on essaye que ça se passe vite. Donc ça, c'était... Et du coup, en fait, ouais, dans cette attente en fait, de cacher, et du coup, j'ai affronté ça un petit peu toute seule, quoi, toute cette rechute. Je voulais protéger les autres, mais... Du coup, t'oublies peut-être de protéger un petit peu, finalement, exactement. sans t'en rendre compte. Ouais. Du coup, ça m'a fort impacté, au niveau mental. Et c'était aussi... je me voyais déjà de nouveau très malade, de nouveau au fond du gouffre, comme la première fois, en fait. Ce qui est un peu spécial, je trouve, dans la rechute, quand on apprend qu'on a un cancer, déjà, moi, à 19 ans, je n'imaginais pas avoir un cancer. C'est impossible. On n'y pense pas. Et je ne m'attendais pas à avoir de tels traitements. On ne sait pas ce qui nous attend, en fait, même si on nous prévient de comment ça va se passer. On ne sait pas à quel point c'est difficile de subir tous les traitements. Moi, quand j'ai eu mon enchaînement de chimio, vraiment, j'étais dans un état catastrophique physiquement, mentalement. J'étais un légume, quoi. Et ça, on ne l'imagine pas au début, quand on nous annonce un cancer. Et quand j'ai rechuté, on sait en fait. Et c'est ça qui est le plus dur, parce que je savais que ça allait être l'enfer carrément. Je savais que j'allais devoir de nouveau subir ça, et ça, c'était beaucoup plus difficile. Parce que je savais tout ce qui allait m'attendre. Quand dans la vie, on a souffert d'un événement, on fait tout pour pas le revivre. C'est ça. Et on l'éloigne, quitte à des fois même sortir de notre chemin qu'on aimerait prendre, mais de peur de souffrir de nouveau, en fait. Ouais, c'est ça, c'était vraiment la souffrance. Et ouais, de savoir ce qui allait m'arriver, c'était hyper difficile, quoi. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas prête à affronter tout ça, physiquement, mentalement. Je me sentais pas prête, simplement.
pas la force d'affronter ça. Et c'est pour ça qu'après, je me suis un peu renfermée sur ma souffrance, pas en parler à personne. Et c'est ça aussi après donc, qui m'a amenée à faire une tentative de suicide en fait. Non pas parce que je voulais mourir, je voulais pas mourir, hein. C'était pas ça le problème, c'est juste que je voulais arrêter de souffrir. Et je savais que j'avais pas les moyens d'affronter cette maladie. Donc ma seule solution, ce qui restait en fait, c'était ça. J'avais essayé d'épuiser un petit peu le reste et... D'essayer d'éteindre le corps pour Ouais. être sûr qu'ils revivent pas la même chose. Ouais, c'était un peu ça. C'était... Ouais, je me sentais pas capable. La seule solution, c'était de mourir avant en fait. Je me disais, pour arrêter de souffrir, il n'y a plus que ça. Je veux pas... Ouais, c'était pas l'envie de mourir, c'était vraiment arrêter de souffrir et je me sentais pas capable d'affronter ces traitements qui m'attendaient. Donc c'était la seule solution qui s'offrait à... Enfin, j'avais l'impression que c'était la seule solution qui s'offrait à moi à ce moment-là. C'est parce que quand on est dans une détresse, on n'est pas lucide de toute façon. C'est ça. C'est la santé mentale qui en a pris un coup et en fait on voit plus clair. Ouais, j'étais vraiment dans un prisme comme ça de... En fait, il n'y avait que ma souffrance, je voulais pas faire souffrir les autres, donc je voulais pas en parler, je voulais pas affronter ça, et au fur et à mesure, j'épuise un petit peu les ressources, et j'ai plus rien au bout, et du coup, il restait plus que ça. Et pour moi, ça me paraissait ok de me dire, ouais, c'est peut-être une bonne solution, alors qu'en fait, c'était pas du tout une bonne solution, c'est juste que j'étais vraiment avec des œillères là-dedans, et je voyais pas toutes les ressources que je pouvais avoir aux alentours. Et je pense que c'est vraiment le fait de me couper de mes ressources, couper de ma famille, de mes amis. De l'amour en fait. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai tellement pas voulu les faire souffrir en disant... En fait, j'avais peur de leur dire, je suis pas capable, je serais pas capable d'affronter les traitements. Ouais, du coup, j'ai gardé pour moi et ça m'a vraiment enfermée là-dedans avec mes œillères. Ma seule solution, c'est de faire une tentative de suicide. Et... En fait, c'est comme ça qu'ils l'ont découvert que... Ouais. C'est comme ça qu'ils l'ont découvert. Exactement, en fait. Du coup, j'étais suivie par une psychologue. Et donc en hémato, mais de base voilà, c'était un suivi un petit peu classique, un petit peu quand on rechute, on voit une psychologue, etc. Et en fait c'est à elle que j'en ai parlé, mais tout simplement, je dis bah oui, en fait je me vois faire ça, ça, ça. Et c'est elle qui a tiré la sonnette d'alarme en disant là je pense qu'on va te faire hospitaliser, enfin c'est grave ce qui t'arrive, alors que pour moi ça me paraissait normal de penser à ça et j'avais pas l'impression d'être en danger et c'est vraiment elle qui a dit on va te faire hospitaliser. Et là, du coup, quand j'étais hospitalisée, mes parents, ils ont un peu tout découvert en fait, j'allais pas du tout pas bien. Et je suis quand même restée, je sais plus si c'était une semaine ou 10 jours là-bas. Le fait, en fait, de tout déballer, vraiment, là, j'ai pleuré tout le temps. Enfin, tout ce que je gardais depuis des mois, j'ai tout relâché. Toute la souffrance gardée, Et en fait, on a fait un peu des thérapies familiales, on va dire, des trucs comme ça, où je devais leur dire, en fait, que j'allais pas bien. Je devais leur dire, je me sens pas prête. Je devais tout extérioriser un petit peu ce que j'avais gardé. C'était assez dur, mentalement, quoi. C'est ce que je voulais pas faire et on m'a dit non, mais là. Oui, parce qu'on se dit c'est pas positif en fait ce que je suis en train de dire. T'es un peu peut-être en train de leur dire j'y crois pas cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ça. Je voulais pas leur dire ça et déjà c'était trop de souffrance de leur annoncer ma rechute et en plus de leur dire je suis pas capable d'affronter. Ouais. Et donc ces 10 jours après tu es sortie. Je suis sortie, ouais. Ça t'a bien évacué. Ouais. Et tout doucement, ça a été quoi la suite? T'as commencé un traitement? Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai commencé mon traitement à la suite de ça, en fait. Et c'est là que... En fait, j'avais déjà commencé mes traitements avant. Et c'était l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'était un traitement que je supporte très bien. Donc ça me faisait pas trop peur. Mais c'était les chimiothérapies qui allaient suivre et l'autogreffe. Comme j'avais déjà fait chimiothérapie avant, c'était des chimiothérapies encore plus fortes, on m'avait annoncé. C'était cette période-là où je ne me sentais pas capable et en même temps aussi j'avais un petit peu de cheval de bataille. Je voulais passer mes examens en fait. Je voulais absolument terminer mon année de kiné, valider mon année et du coup je mettais une pression de dingue à faire les deux. Et en fait on m'a dit choisis, au bout d'un moment tu peux pas faire les deux. C'est ta santé avant, laisse tomber les études. Donc j'ai renoncé à ça, j'ai essayé de faire un petit peu le point là-dessus sur mes priorités et avec mon accord, hein, bien sûr, ils m'ont dit voilà, si tu te sens prête, on essaye de programmer tel moment, est-ce que c'est bon pour toi? Et pour ça, ils ont adapté un petit peu de quand je serai prête. Ils ont adapté la date, en fait, les traitements. Ils m'ont beaucoup interrogé sur comment je me sentais, est-ce que là c'était bien. Ils ont adapté par rapport à ça.
Voilà, et donc j'ai dû quand même laisser de côté mes études. En fait, c'était trop de pression de faire les deux. Ouais. Voilà, et j'étais, Puis dans l'ordre des choses, de toute façon, on pense avoir le choix, mais en fait, on ouais, peut pas vraiment. Mais c'était un peu enfin, avec le recul, je me dis c'était un peu un combat un peu ambigu parce qu'en même temps, je voulais mourir clairement. Enfin, je voulais pas mourir, mais je voulais me suicider, je voulais que ça se termine. Mais en même temps, je révisais tout le temps. Enfin, du coup, c'était un petit peu les deux. Tu voyais un futur, en fait. En fait, ouais, je me projetais quand même. Et je me rappelle plusieurs fois, donc j'ai eu, avant les traitements, quand même les opérations pour poser des diagnostics, enfin, toujours des petites opérations avant. Et je me vois encore avec mes cours. Enfin, avant l'opération, j'étais en blouse de trucs opératoires et je révisais. Enfin, avec le recul, ça n'a aucun sens de faire ça. Enfin, vraiment, tous les gens stressent pour l'opération. Moi, je stressais pour mes partiels. Et c'était un peu bizarre comme... Le fait aussi de te protéger avec tes cours, c'est une manière aussi de t'apaiser, en fait, parce que t'es focus là-dessus, quoi. C'est ça, ouais. C'était probablement pour pas penser à autre chose. Le cerveau, il fait des trucs assez incroyables, non, mais pour soit nous protéger, soit pour nous pousser à bout pour changer des choses. Enfin, il se passe tellement de choses dans un corps et dans le mental, et on comprend pas toujours pourquoi on a eu telle ou telle réaction. Ouais, les mécanismes de défense un peu qui trouvent comme il peut, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, t'es depuis 2021 officiellement en réémission. En réémission, c'est ça. T'as réussi tes études? Oui. Kiné. Je suis kiné. Là, ça va bientôt faire 5 ans du coup de réémission. 5 ans, c'est un petit peu la date normalement où après on nous lâche un peu, où il y a moins de chances en fait de rechute quand on passe les 5 ans, donc on est un peu plus libéré. Et donc maintenant je suis kiné, je travaille, j'ai terminé finalement mes études, avec un peu de retard, mais terminé quand même. Le corps se répare, l'esprit aussi. Carrément. Bah, quand on te voit là, oui. Oui, voilà. Papy, tu deviens du coup une femme. T'es une femme maintenant avec un vécu qui t'a construite, qui t'a rendue hyper forte. Et puis du coup, je t'ai vue pousser comme une fleur. Je t'ai connue en sortant de cette rechute toute fragile. Et aujourd'hui, voilà quoi, tu travailles, t'as tes trucs, t'as ton appart, et en fait c'est beau, parce que du coup je t'ai vu pousser comme c'est une belle image. Comme une belle petite plante verte. C'est ça. Ça serait quoi ton message à des personnes qui vivent la rechute? Je pense que c'est bien se faire entourer déjà, et pas avoir peur, comme moi par exemple, où je me suis vraiment renfermée sur moi-même. Et garder toute cette souffrance, c'est vraiment se faire entourer, pas avoir peur de dire je vais pas bien en fait, d'oser dire ce que j'aurais dû dire aussi, je suis pas capable, là je me sens mal, là je souffre. Oser le dire et en parler, pas garder pour soi en fait. C'est comme ça qu'on s'enferme dans un truc, un peu cercle vicieux. Donc ouais, en parler autour de soi. On minimise un petit peu trop, je pense, tout ce qui est santé mentale. C'est pas parce que physiquement on se dit bon, physiquement ça va mieux. Je me sens bien, mais si mentalement ça ne va pas, ça a la même importance en fait. Mais bien sûr. Donc c'est pas mettre un petit peu la santé mentale derrière la santé physique. Il y a vraiment les deux pans, les deux versants. Merci beaucoup, ma De rien.